Deux invités avec nous à la mi-journée dans cette édition de Smart Bourse. Le vendredi, on parle de vos finances personnelles, votre gestion de patrimoine, avec Jérémy Tubiana qui est à nos côtés, responsable de la distribution France de l'Ixor ETF. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour, et Jonathan Emini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Jérémy, je commence avec vous. On a d'ailleurs tous les deux sous les yeux le compte rendu, le deuxième baromètre annuel de l'investissement en bourse réalisé par l'AMF. La première édition avait eu lieu l'an passé, juste après le krach boursier de février-mars, et montrait justement que les Français avaient été au rendez-vous, capables de saisir l'opportunité de marché peut-être historique pour une génération qui s'était créée à ce moment-là. Force est de constater qu'un an après, non seulement visiblement les Français sont toujours en bourse, mais d'autres sont encore arrivés. Exactement. Donc en fait, on s'était quitté, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en début d'année, en janvier. On avait commenté les chiffres de l'année dernière, donc de 2020, où il y avait eu une croissance à peu près de 22% du nombre de transactions qui ont eu lieu, un ordre d'achat ou de vente en bourse ouais. En 2020. Donc là, l'AMF a effectivement fait un update, une mise à jour de ces données au premier trimestre 2021. C'est vrai que l'année dernière, on était tous un peu étonnés de voir que malgré la baisse des marchés, il y avait eu cet intérêt, on avait reçu beaucoup d'appels de clients particuliers, on veut profiter de cette baisse pour investir, et justement pas pour faire un coup, ce qu'on se dit souvent, mais sur le long terme. Et là, les chiffres sont sortis sur ce premier trimestre 2021 et globalement, le chiffre est record depuis un an. Il y a eu 917 000 nouveaux investisseurs particuliers qui ont passé au moins un ordre d'achat ou de vente au premier trimestre 2021. Ouais. Sur la partie action, ça représente 772 000 et sur la partie ETF, ça représente quand même 12%, 111 000 investisseurs ont au moins passé un ordre d'achat sur le dernier trimestre 2020. Ouais. Et vous le dites bien, hein, c'est intéressant de voir effectivement que les ETF sont représentés là dans ce baromètre fait par l'AMF. Votre interprétation, Jérémy, c'est que les ETF sont un véritable outil d'investissement pour les Français. Acheter, vendre des actions, ça peut être une logique de boursicotage et faut pas se méprendre évidemment, hein, mais ce sont peut-être deux logiques différentes là. Alors quand on essaye de regarder un peu les chiffres en détail, l'AMF, en fait, son rapport est très intéressant parce qu'il regarde ce qui se passe trimestre après trimestre, d'accord ? Et quand on regarde la partie action, on voit que trimestre après trimestre, sur la partie action, donc le fait qu'il y a eu au moins un ordre d'achat ou de vente sur les actions, évolue d'un trimestre à l'autre. Donc on peut se dire que peut-être il y a cette recherche d'opportunités sur les actions. Globalement, ça monte, mais les chiffres varient vraiment d'un trimestre à l'autre. Alors que sur les ETF, il y a eu une grosse évolution en 2020, favorable, hein, évidemment. Plus de 45% du nombre d'ordres par rapport à 2019, donc c'est assez conséquent. Mais surtout, chaque trimestre, les chiffres ils augmentent légèrement, mais c'est stable. Ouais. Ce qui veut dire que les investisseurs utilisent les ETF tous les mois pour investir en bourse et, on le pense, pour préparer leur retraite. Ils le font évidemment en assurance vie, ils le font aussi beaucoup sur la partie PEA, évidemment le compte titre aussi, mais de plus en plus sur le PEA, et ça, c'est vraiment ce que l'on remarque, c'est cette stabilité, cette croissance, mais cette stabilité, cette régularité. On va parler des enveloppes, mais ce que vous constatez aussi, c'est que c'est à travers les types d'ETF ou les expositions que les investisseurs particuliers achètent. Généralement, c'est assez global. Exactement. Donc, en fait, globalement, quand on va rechercher des opportunités sur des actions françaises, par exemple, c'est notre économie, c'est les fleurons de notre économie, on les connaît bien, donc on va chercher effectivement les petites pépites françaises ou les grosses capitalisations françaises, peu importe. Sur la partie ETF, et c'est ça la force de l'ETF, c'est que c'est un instrument vraiment très simple qui va permettre d'investir en une seule transaction sur un panier entier d'actions. Et on peut le faire sur des zones d'investissement comme les États-Unis, le Nasdaq, par exemple, pour acheter une valeur comme Apple, faut le faire déjà en dollars. On ne peut pas le faire forcément sur son PEA. En plus, la valeur de Apple, je ne l'ai plus forcément en tête. Cher, oui, bien sûr. Cher, sur un ETF, pour 10, 20, 30, 50 euros, je peux m'exposer à un indice complet. Et donc, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à comprendre. On suit l'indice et surtout, les frais sont réduits. Et ça donne, mais c'est fascinant comment les Français, les nouveaux investisseurs boursiers sont pleins de bon sens. La régularité de la progression des ETF, là, de l'investissement à travers les ETF, ça donne aussi le sentiment que les Français, finalement,
investissent de manière programmée en bourse. Ce qui est, il faut le rappeler, je crois qu'il y a des études là-dessus implacables qui montrent que c'est la meilleure manière d'investir. Alors, en réalité, ça dépend vraiment du souhait de l'investisseur. On a, nous, essayé de regarder, on a fait des petites études internes pour regarder l'impact d'un investissement en une fois ou l'impact d'un investissement en plusieurs fois. Parce qu'effectivement, la première question que se posent ces nouveaux investisseurs, c'est pas est-ce que je dois acheter tel produit, telle action, tel ETF, c'est peut-être déjà dans quelle enveloppe je vais le mettre, même avant l'enveloppe dans laquelle je vais le mettre, c'est comment je dois acheter. Et en fait, on a eu beaucoup d'appels en début d'année dernière. Est-ce que voilà, le marché a perdu de l'argent, j'ai dit 5 000 euros, 10 000 euros, 300 euros de côté, est-ce que je dois tout mettre maintenant ou en plusieurs fois? Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ayant investi en une seule fois, historiquement, le risque de perdre de l'argent, il est plus fort que le fait d'investir tous les mois. Alors, l'espérance de rendement, à l'inverse, est plus forte en ayant investi historiquement en une fois. Je rappelle qu'évidemment, c'est un historique de constatation, c'est pas des simulations pour le futur, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais ce qui s'est passé dans le passé, c'est ça. Et du coup, les gens commencent à comprendre ça. Et surtout, il y a un point important. Pourquoi investir tous les mois ? Déjà, je ne mets pas tout d'un coup, parce que si ça baisse derrière, c'est compliqué. Et justement, une crise comme le Covid, qui pouvait la prévoir ? Encore, on se disait tout à l'heure, qui pouvait prévoir le Covid ? Et investir tous les mois permet de lisser à la hausse comme à la baisse, et surtout de ne pas gérer ce qu'on appelle le fameux market timing, le moment où il faut investir. Alors, on a des experts qui s'occupent de ça. On peut faire de la gestion déléguée, pilotée avec des ETF. On a un expert qui gère ce fameux market timing. Mais sinon, on peut s'acheter son petit ETF, CAC 40, MSCI World, Nasdaq, tous les mois, sur toutes les enveloppes d'épargne. Et alors, justement, pour en venir aux enveloppes, Jérémy, vous constatez que les ETF dans l'enveloppe PEA sont en train de monter en puissance. Pourquoi on part de si bas, déjà ? Pourquoi est-ce que c'est une enveloppe qui était problématique peut-être pour les ETF ? Et pourquoi, justement, est-ce qu'il y a un mouvement là qui est en train de se développer ? Alors, le gros sujet, c'est clairement la loi Pacte qui a fait évoluer dans le bon sens l'enveloppe PEA, qui a une superbe fiscalité et surtout qui est assez souple. Maintenant, on peut retirer son argent après 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, Jonathan est là pour valider. Sans clôturer le PEA, donc c'est une vraie valeur ajoutée. Donc on peut faire des gains, récupérer 100 euros, 10 000 euros, peu importe, sans entraîner la clôture du PEA. Donc c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Et surtout, en fait, ce que l'on remarque cette année, c'est la diversification des utilisateurs des ETF dans le PEA. Donc on avait beaucoup, effectivement, historiquement, les boursicoteurs, ce qu'on appelle familièrement les boursicoteurs. Moi, je préfère appeler les gens qui s'intéressaient vraiment à leur épargne, d'accord ? Donc, qui utilisaient les ETF et qui utilisaient l'opportunité d'investir sur son PEA, sur du Nasdaq et du S&P 500, parce qu'on rappelle, l'enveloppe PEA, normalement, c'est français, une action de la zone euro. Oui, zone euro. Et voilà. Et donc, grâce aux ETF, je peux investir sur toutes les zones géographiques. Ouais. Donc, on avait ces investisseurs qui s'intéressaient à leur épargne. Depuis 1 an et demi maintenant, on a ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux particuliers qui s'intéressent à la bourse, donc cette démocratisation de l'épargne pour les raisons qu'on a évoquées, qui utilisent des ETF dans leur PEA. Et maintenant, on a une clientèle plus, entre guillemets, institutionnelle, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui se rendent compte que c'est un vrai argument de conquête client, entre guillemets, c'est-à-dire que pouvoir offrir des PEA, des ETF PEA dans leur enveloppe. C'est pas une enveloppe qui intéressait les CGP jusqu'à présent. Elle était peut-être moins sollicitée ce que vous en pensez juste après. Pour les raisons évidentes. L'assurance vie donne un atout majeur, c'est la succession. Et comme je le disais, la partie fiscalité était peut-être pas forcément la plus intéressante. Donc il y a cette évolution de la loi PAC qui fait que les professionnels de l'investissement, les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées s'intéressent de plus en plus à cette enveloppe. Et surtout, du coup, comme ils le gèrent, ils cherchent à créer de la valeur. Quand on sait qu'historiquement, je dis bien historiquement, les performances des marchés américains, par exemple, ont surperformé la performance des marchés européens ou français, on se dit qu'on a envie de profiter de cette performance-là aussi dans le PEA et pas que dans l'assurance vie. Et donc, du coup, ils utilisent de plus en plus ces ETF. Et donc là, on a vu beaucoup de flux en ce début d'année sur les ETF PEA. Beaucoup de PEA sont dans les banques. Et ça veut dire que les PEA sont en train d'être sortis des banques pour se retrouver peut-être chez des conseillers. On a des conseillers, en tous les cas, qui nous traduisent ce sentiment-là, que effectivement, un PEA, ça se transfère. Et donc, ils apportent un peu cette valeur ajoutée d'intégrer une expertise avec l'intégration d'ETF. Donc, c'est pas une généralité, mais on le voit, cet engouement aussi de la part des conseillers financiers indépendants pour proposer aussi cette enveloppe. Il faut rappeler aussi que l'enveloppe PEA, c'est... En termes d'investissement, on est limité à 150 000 euros. Oui, c'est ça. L'assurance vie, c'est beaucoup plus important. Donc, il y a toutes ces raisons qui expliquent pourquoi l'assurance vie, l'assurance vie avait évidemment le fonds euro également, là toujours, mais avec des niveaux de rémunération plus faibles. Mais en tous les cas, il y a ce sentiment que l'utilisation du PEA se démocratise à tout type de clients,
notamment via les conseillers. Et du coup, l'intégration des ETF fait maintenant de plus en plus partie intégrante des allocations et, encore une fois, sur des investissements long terme. Vous pouvez confirmer, Jonathan, dans les grandes enveloppes là, qui permettent d'investir justement à travers des ETF, l'intérêt du PEA là, se retrouve un peu remis au goût du jour? Oui, on a le PEA qui a toujours été, en tout cas, une enveloppe intéressante, mais qui a retrouvé de l'intérêt par l'intérêt des gens qui s'investissent en bourse, parce qu'aujourd'hui, depuis un an, on a vraiment eu un intérêt majeur de nos clients et nos prospects sur investir en bourse. Donc le PEA est une enveloppe très pertinente, et au sein de cette enveloppe-là, de pouvoir loger des ETF. On le ressent, c'est évidemment, il y a un intérêt important de pouvoir loger des ETF dans un PEA, et le PEA est une belle enveloppe et doit s'associer évidemment à un compte titre et un contrat assurance vie. Oui, non, mais bien sûr, c'est un panaché de tout ça. Bon, merci beaucoup Jérémy, merci pour l'éclairage que vous nous avez apporté là sur le tableau de bord de l'AMF, et puis l'intérêt des ETF, notamment dans cette enveloppe PEA. Jérémy Tubiana qui était à nos côtés, responsable de la distribution France de l'Ixor ETF.